Il est 10h05, donc je vous propose de commencer. Tout d'abord, je vais vous présenter nos invités et me présenter moi-même, puisque je ne suis pas certain que tout le monde sache qui je suis et pourquoi c'est moi qui parle du SNU. À ma gauche, Maëlle Nizan, qui est vice-présidente de la FAGE, syndicat étudiant. Elle est vice-présidente en charge des enjeux de société. À ma droite, Lionel Barre, qui est coprésident de la FCPE 94, et qui représente donc la FCPE. Et puis moi, Aurélien Saint-Toul, qui suis membre de la commission de la défense, puisque la question du SNU est une question un peu bâtarde, un peu entre les deux, entre l'éducation et la défense. Et on a eu un moment de discussion assez animé sur la question du SNU lors de la discussion de la loi de programmation militaire, parce qu'on le verra au fil de la discussion. Un des enjeux est de savoir qui va payer, si le SNU doit exister, qui va payer, est-ce que c'est l'éducation nationale, est-ce que c'est les armées, et en réalité ni l'un ni l'autre ne le veulent. Donc j'ai déjà un peu défloré le sujet. Je vais prendre la parole quelques instants pour introduire, ensuite je laisserai nos invités exprimer leur point de vue sur le SNU, et puis on aura ce temps de discussion ensemble, environ 45 minutes, puisqu'on a un temps d'1h30 ensemble. Alors d'abord, revenir sur le titre de cette conférence, le SNU, gadget réactionnaire de Macron. Pourquoi un gadget et pourquoi réactionnaire ? D'abord, c'est un gadget parce que ça ne répond à la demande de personne. Ce qui est assez frappant pour le SNU, c'est que d'abord le SNU, c'est le service national universel. C'est ce que c'est censé vouloir dire. Et c'est un gadget parce que personne n'a jamais demandé un truc comme ça. Ni dans l'éducation, ni dans les armées. Emmanuel Macron a sorti l'idée du service national universel pendant la campagne présidentielle de 2017. Et les gens bien informés savent que à l'époque, la personne qui donnait des conseils à Macron dans le domaine de la défense en particulier, c'était le ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian en personne, qui est devenu ensuite son ministre des Affaires étrangères. Et cette proposition de SNU ne figurait absolument pas dans les recommandations de Jean-Yves Le Drian. Quelques chroniqueurs racontent que c'est sorti comme un lapin du chapeau et ça a été vécu comme une espèce de catastrophe dans l'équipe de la campagne, en disant mais en fait on ne sait pas faire, ça représente, c'est trop cher, personne dans les armées n'a jamais demandé ça, et voilà que le candidat nous sort ça. Alors pourquoi il a sorti ça ? Eh bien tout simplement parce que, comme vous le savez, la stratégie de Macron a consisté à essayer de marier la carpe et le lapin, de faire du en même temps, et donc il fallait en même temps proposer quelque chose à la jeunesse et en même temps proposer quelque chose qui plaise à la droite. Et surfant sur une espèce de nostalgie du service militaire, Macron s'est dit qu'il fallait trouver une espèce de service militaire du 21e siècle, modernisé, etc. Donc il a fait cette proposition dans cette campagne de 2017. Alors, ça nous amène directement au deuxième adjectif, à l'adjectif réactionnaire. Pourquoi c'est réactionnaire, le SNU ? Donc réactionnaire pour une bonne raison, c'est qu'il suffisait d'entendre Emmanuel Macron à l'époque, et un petit peu moins aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent plus à tenir cette position, mais il était très clair que leur idée, c'était de trouver un moyen d'apprendre aux jeunes à faire leur lit au carré, à se lever à 6h du matin, à saluer le drapeau, et puis basta. Et ça, évidemment, si quelqu'un peut s'imaginer que régler les problèmes que rencontre la jeunesse, ça passe par cette discipline-là, qui peut avoir des vertus au sein des armées, mais qui représente rien pour le quotidien, pour la vraie vie des gens, qui ne répond absolument pas aux problèmes de qualification, d'insertion, d'autonomie, d'émancipation. Évidemment, c'est une vision parfaitement réactionnaire. Et elle a été un peu bien synthétisée d'une certaine façon avec la nomination récente de Gabriel Attal, qui a été
le premier en charge de la question du SNU quand Emmanuel Macron est devenu président en 2017. C'est Gabriel Attal qui a été chargé de ce sujet dans un premier temps. Et aujourd'hui, il devient ministre de l'Éducation et l'une de ses premières interviews, il dit que la question de l'autorité sera au centre, elle sera remise au centre de tout, parce qu'elle est le fondement de la société. Et on voit bien que la question de l'autorité pour lui, elle est manifestement une fin en soi. Alors ce qui me fait dire que l'autorité n'est une fin en soi a priori pour personne, sauf pour les fascistes et les imbéciles. Je vous laisse classer Gabriel Attal dans la catégorie que vous souhaiterez. Il n'est pas possible d'imaginer que l'autorité vide de contenu, vide d'aucune perspective pour les individus, pour les personnes, puisse être l'objet d'une politique publique. Et bien pourtant c'est ça en fait, c'est ça le point de départ de Gabriel Attal au gouvernement, le SNU, et c'est ça finalement, cette espèce d'aboutissement aujourd'hui à l'éducation nationale, c'est cette fausse vision. Donc voilà l'aspect réactionnaire. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est la proposition du SNU, mais vous allez voir, et c'est mes voisins qui vont le préciser, qu'en réalité ça n'est pas fixé, et ça fait 6 ans que c'est pas fixé. Précisément parce que leur truc tient pas, et que c'était un gadget. L'idée de départ, c'était de dire que des jeunes, tous les jeunes d'une classe d'âge, à 16 ans, allaient participer à 2 semaines hors de chez eux. Donc on ne savait pas trop si c'était des casernes, pas des casernes, dans des bâtiments de l'éducation nationale, encadrés a priori d'abord par des militaires et puis finalement peut-être pas par des militaires, pour avoir des activités dont on ne savait pas trop en quoi elles allaient consister. Les premières sessions du SNU ont montré que l'idée militaire était quand même la plus importante, parce qu'il y avait l'idée qu'il fallait se lever à 6h du matin, qu'il fallait saluer le drapeau, qu'il fallait apprendre à marcher au pas, ce qui depuis s'est un petit peu effacé. Et entre nous, je peux vous faire partager la confidence d'un officier que j'ai rencontré il y a quelques années qui me disait « mais c'est quand même particulièrement débile parce que marcher au pas, c'est strictement militaire et ça n'apporte rien à personne. Si les militaires apprennent dans l'armée de terre à marcher au pas, c'est avec un objectif militaire précis, l'engagement, la mêlée, la bataille, qui n'a rien à voir, ça n'a pas de vertu éducative, on ne sort pas plus intelligent quand on a appris à marcher au pas. Ça c'est clair. Et tout le monde en était convaincu, y compris cet officier de l'armée de terre, qui déprécie pas par principe le fait d'apprendre à marcher au pas, mais c'est subordonné à un objectif particulier. Et donc, voilà qu'aujourd'hui, on nous dit que en réalité, le SNU, ce ne sera plus tout à fait ça, ce sera plutôt en 2 temps, ce sera plutôt à 16 ans, puis ensuite, pour ceux qui le voudraient, à 18 ans complété. Bref, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais par contre, il y a une chose dont on est sûr, c'est que ça coûte extrêmement cher, puisque au bas mot, ça devrait coûter 5 milliards. Puisque évidemment, une classe d'âge, c'est entre 600 000 et 800 000 jeunes, en fonction, disons, de ce qu'on va définir comme des capacités, des aptitudes, etc. Évidemment, si ça devient très très sportif, tout le monde ne pourra pas le faire, etc., etc. Donc disons qu'entre 600 000 et 800 000 jeunes pourraient être concernés si à terme c'était généralisé. Et c'est bien pour l'instant le point qui fait le plus problème aujourd'hui, puisque dans l'immédiat, depuis 6 ans, ils n'ont pas réussi à faire autre chose que à organiser des sessions du SNU pour quelques dizaines de milliers de jeunes. Au maximum, ils sont montés à 30 000 jeunes. Donc vous voyez bien qu'entre les 30 000 et les 600 ou 800 000, ils vont avoir un problème d'échelle assez considérable, un problème de formation, d'activité, ils ne savent pas quoi leur faire faire. Ils ne savent pas qui va les encadrer, avec quel argent, quel ministère, etc. Bref, ce truc-là, aujourd'hui, est en réalité très mal engagé, mais ils en ont un besoin politique, parce que comme vous le savez, on vit un moment particulier de crise idéologique. Ils ne parviennent plus à manier la carotte, donc ils cherchent à manier le bâton. On l'a vu dans les derniers mois, les dernières années, la répression des mouvements sociaux, des mouvements de jeunesse, des mouvements sur la réforme des retraites, etc. Et donc on comprend que pour eux, cette idée d'embrigader la jeunesse,
l'idée de discipliner la jeunesse est de plus en plus importante et que d'une certaine façon, exactement comme dans tous les domaines, ils décident de faire des exemples, de ne laisser le moins possible de place à la réflexion, au libre arbitre, à la critique et à l'émancipation. Donc c'est aussi dans ce moment particulier où on voit que le macronisme franchit les limites, brise des tabous, ne respecte plus les libertés publiques, que s'inscrit aussi la question du SNU. C'est pour ça que dans un premier temps, on en discute en disant, en réalité, si vous regardez, ça fait 6 ans, ils sont à 30 000, l'enjeu c'est 800 000, ils ne savent pas par quelle boule prendre, la formule a changé des dizaines de fois, et en même temps, donc on peut se dire, en fait leur truc va partir en torche et ils n'arriveront jamais au bout, et en même temps, on est dans ce contexte particulier où tous les tabous étant brisés les uns après les autres, ils sont bien capables de forcer la main de tout le monde et d'aller au-delà de toutes les limites, y compris l'obligation, par exemple, faite à des enfants de quitter le foyer familial pendant 1 à 2 semaines, puisque c'est quand même ça aujourd'hui, le dernier état de la proposition, c'est de dire des gamins de 16 ans vont être obligés, si c'est généralisé, de quitter le foyer familial avec ou sans l'autorisation des parents. Et évidemment, vous voyez que ça nous projetterait dans une société entièrement différente. Il y a bien des régimes, effectivement, qui ont proposé ce genre de choses, qui ont organisé ce genre de choses, mais vous savez bien qu'ils n'ont rien à voir avec la République aussi, j'ai envie de dire, aussi instrumentalisée soit le mot. Il n'y a aucune République qui ait pu se permettre ce genre de choses. Donc c'est à la fois avec une forme d'ironie qu'on peut imaginer le SNU, parce que ça fait 6 ans qu'il patine, et en même temps une vraie gravité, parce qu'on voit que ça peut être une pièce importante dans leur dispositif de raidissement, voire de brutalisation totale de la société. Donc voilà pour les grands éléments. Je ne vais pas monopoliser la parole davantage. Je vais demander à Maëlle, du coup, qui est ma voisine et qui représente le syndicat étudiant de la FAGE, son impression sur le SNU, et est-ce que tu peux revenir pour nous sur ces 6 années en réalité, parce que quelle place on a donné aux organisations de jeunesse dans la discussion, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations, enfin beaucoup de nouvelles formules, il y a eu beaucoup de coups de zig et de coups de zag. Est-ce que d'une certaine façon vous êtes les responsables de ces changements de pied du ministère? Est-ce que c'est parce que vous avez fait pression que petit à petit le périmètre s'est restreint, ou au contraire vous avez eu porte close et aujourd'hui il faut encore monter un niveau dans la mobilisation? Oui, du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc Maëlle, vice-présidente en charge des enjeux de société à la FAGE. Donc oui, en parlant du SNU, il faut d'abord reparler de là où il vient et de la base de ce dispositif. Et ça a très bien été dit juste avant, mais c'est vrai que le SNU, en réalité, il n'y a eu aucune concertation d'aucune des parties prenantes sur le sujet quand il a été mis sur la table. C'est-à-dire que les parties prenantes dans le SNU, ça va être en effet les organisations de jeunesse, les organisations d'éducation populaire, l'éducation nationale, on l'a dit. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand c'est sorti, en réalité, personne n'avait vraiment été consulté sur le sujet. Donc forcément, la forme n'allait à personne, ça va de soi. Donc ça, c'est la première chose déjà qu'on peut remarquer déjà quand on revient 6 ans en arrière. Ensuite, au fil du temps, on a senti qu'il y avait la volonté au moins de trouver des soutiens, c'est-à-dire de trouver des organisations qui pouvaient soutenir ce dispositif. Mais bon, en réalité, c'est là que ça a été assez compliqué, parce que quand on parle à d'autres organisations de jeunesse, d'autres organisations d'éducation populaire, ce qu'on voit en premier, c'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est contre. Déjà, ça, c'est assez unanime, et pour dire que ça n'atteint pas ses objectifs, que ça coûte en effet un budget assez faramineux pour quelque chose qui n'atteint en fait aucun objectif réel. Donc nous, c'est vrai qu'on a été plutôt cette année pas mal consultés sur le sujet, mais ce qu'on se rend compte, c'est aussi que d'une organisation de jeunesse à une autre, on va dire A, puis on va dire B, puis on va dire C. Donc c'est vrai que le discours s'adaptait en gros à la position ou à ce que voulait l'organisation qui était en face du gouvernement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué. Et donc face à ça, avec d'autres organisations, ce qu'on avait simplement demandé, c'était d'avoir une consultation commune. Ça évitait au moins que le discours puisse varier d'une organisation à l'autre quand on l'avait en face de nous. Et ça n'a jamais été mis en place. C'est-à-dire qu'à part des rendez-vous en bilatéral avec plusieurs organisations étudiantes, organisations de jeunesse, d'éducation populaire, il n'y a jamais eu de réelle consultation sur cette question du service national universel, alors que quand même il s'agit, comme ça a été dit, en tout cas il y a la volonté qui est toujours présente. Après, est-ce que c'est réalisable ou pas, mais il y a toujours une volonté présente de le généraliser à toute une classe d'âge.
l'âge en question, la forme, ça a évolué et ça évolue encore, on le voit, en fonction de ce qui est possible de faire au fil du temps. Mais en réalité, c'est quand même un projet à la base qui coûte cher, qui est ambitieux, et il n'y a aucune consultation des corps intermédiaires et même de toutes les personnes qui doivent être partie prenante sur le sujet. Donc c'est pas tant étonnant au final que le dispositif derrière ne puisse atteindre ses objectifs. Ensuite, si on veut revenir plus sur la question du SNU en lui-même, ce qui est assez étonnant avec le SNU, c'est qu'il y a quand même des objectifs qui étaient assez louables quand on les écoute. C'est la question de la mixité sociale, c'est la question de permettre aux jeunes de s'engager, de promouvoir l'engagement des jeunes. Ce qui pose réellement question, c'est de se dire en effet que comment en 2 semaines on peut se dire qu'on va pouvoir atteindre ces objectifs-là. Comment en forçant des jeunes en 2 semaines à aller en effet porter l'uniforme, lever le drapeau tous les matins, leur apprendre à marcher au pas, comment on peut même avoir l'illusion que 2 semaines comme ça puisse atteindre ces objectifs-là. Donc nous, c'est surtout ça qu'on a mis sur la table. Les objectifs, on est tous d'accord pour dire qu'il y a besoin de promouvoir la mixité sociale, il y a besoin de permettre aux jeunes de s'engager, les jeunes qui le souhaitent, mais comment on peut se dire que forcer les jeunes à aller à un séjour militarisé, encadré quand même majoritairement, même si ça aussi, la question de l'encadrement évolue d'un séjour à l'autre et au fil du temps, comment on peut se dire qu'on va atteindre cet objectif-là ? La mixité sociale, ça se forge tout au long de l'éducation, et c'est aussi une grosse partie du rôle de l'éducation nationale, et même sur les objectifs de permettre l'engagement, de promouvoir les valeurs de la République, c'est aussi beaucoup ce qui est remis sur la table. Ça pose vraiment question de se dire qu'on va avoir comme ça des objectifs qui doivent être plutôt en fait réalisés par l'éducation nationale, qu'on va se dire, bon, l'éducation nationale fait pas le travail, donc on va mettre 2 semaines en plus, mettre beaucoup d'argent sur ces 2 semaines-là, et en 2 semaines, on va réussir à faire de la mixité sociale, à promouvoir des valeurs, etc. Donc ça, nous, c'est principalement ce qui nous a posé question, et c'est pour ça que depuis ses débuts, on a été opposé à la question du SNU, depuis sa sortie, et même sur toutes les possibilités qui ont été présentées, parce qu'à chaque fois, ça répondait pas aux besoins. Et ce qu'on se rend compte en réalité maintenant, c'est qu'il n'y a plus grand monde en effet qui y croit à ce SNU, à part Emmanuel Macron, et qu'en fait personne n'en veut, mais vraiment personne n'en veut, et même les conseillers sur le sujet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des conseillers même qui disent que ça n'est pas une bonne idée, et qui ne sont même pas écoutés, et maintenant c'est plus une question on a dit qu'on allait le mettre en place, donc on peut pas un peu perdre la face, il faut réussir à mettre quelque chose en place qui s'appelle quand même Service National Universel. Et c'est là qu'on voit que même sur les formes, l'évolution des formats que prend le SNU, avant c'était 2 semaines de séjour, puis suivi d'une mission d'intérêt général obligatoire qui en fait n'était pas vraiment faite par les jeunes. Maintenant il y a toujours cette forme-là, mais il y a une forme aussi, donc je pense que je pourrais laisser l'autre camarade parler juste après, mais il y a maintenant aussi une forme qui est directement mise au volontariat des établissements pour faire toute une classe, emmener en fait toute une classe au service national universel pendant 12 jours sur le temps scolaire du coup. Donc ça aussi c'est quelque chose qui peut largement poser question. mais ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a la volonté de garder ce nom-là pour plein de choses qui n'ont en réalité rien à voir, juste pour essayer de garder la face, parce que ça fait quand même en effet 6 ans qu'on met des moyens dedans, donc ce serait quand même dommage de se dire d'avouer que pendant 6 ans on a mis des moyens dans le vide, que ça n'atteint aucun objectif et qu'on abandonne le projet. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut voir sur les politiques actuellement, sur plein de sujets. C'est ce qui a pu être fait sur la réforme des retraites. C'est l'idée juste de garder la face alors qu'on sait qu'on a tort. Et au final, mettre de l'argent en l'air sur des choses qui n'ont en réalité aucun impact sur la population. Donc nous, c'est ça le premier constat qu'on fait globalement sur au moins la forme que prend le SNU. Ensuite, ce qui pose aussi énormément de questions, c'est que sur les objectifs, notamment... il y a pas mal d'objectifs qui parlent d'éducation aux valeurs de la République, mais au-delà de ça, d'éducation à la citoyenneté, qui parlent de promouvoir toutes ces questions-là. Nous, c'est des choses qui nous semblent importantes, l'éducation à la citoyenneté. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'urgence sociale, d'urgence démocratique, de crise démocratique aussi. On voit que les jeunes s'éloignent de plus en plus aussi de cette question démocratique, ne croient plus en les instances. Et en fait, du coup, il y a une nécessité de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer dans ce modèle-là, de pouvoir s'exprimer tout court même. Donc pour nous, c'est un sujet. Simplement, c'est un sujet qui doit déjà aussi être mis en place. Enfin, il y a déjà des objectifs qui doivent être atteints au sein de l'éducation nationale. Il y a déjà l'éducation morale et civique qui existe, l'éducation aux médias et l'information. Il y a tout un projet citoyen qui est mis en place au sein de l'éducation nationale, au sein de l'école, et donc tout au long du parcours du jeune, ce qui semble quand même beaucoup plus cohérent d'avoir cette notion de parcours quand on veut atteindre des objectifs aussi grands que ceux-ci. Et donc nous, ce qui nous semble fou, c'est de se dire qu'on sait qu'actuellement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à atteindre par l'éducation nationale, mais au lieu d'essayer de trouver des solutions pour réussir à les atteindre sur le long terme et au sein du parcours du jeune, on va se dire, on va mettre un gros budget, on va mettre 2 semaines, et c'est là que ça fait vraiment l'idée de gadget, de se dire, faut qu'on mette une politique qui est visible, faut qu'on ait un sujet pour parler de politique de jeunesse, donc on a besoin d'un truc, donc on va utiliser ça, plutôt que de se dire juste, pourquoi on refait pas un travail sur comment on arrive à atteindre ces objectifs qui doivent en réalité être atteints par le biais de l'éducation nationale et tout au long du parcours du jeune. Donc ça, c'est vraiment des choses, nous, qu'on remet sur la table constamment,
Mais le gros souci, c'est là où on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le SNU, il est géré par plein de personnes différentes. Et donc, dès qu'on parle, par exemple, en rendez-vous, on va parler, bah non, ça doit être atteint par l'éducation nationale. On va nous dire, oui, mais ça, c'est pas mon domaine, c'est pas moi qui gère, moi, je gère juste le SNU. Mais dans ce cas-là, si on décorrèle des choses comme ça qui sont autant liées, on peut pas atteindre des vrais objectifs et se dire qu'on fait une politique qui soit vraiment structurante. Et c'est là, nous, qu'on remet vraiment en question toute cette notion-là. Déjà, d'avoir une personne qui est entre deux ministères chargée juste de ce dispositif-là, c'est quand même assez surprenant et incohérent si on veut réussir à atteindre le moindre objectif en termes d'éducation d'un jeune. Il faut le réfléchir en termes de parcours global. Si on veut permettre aux jeunes de s'engager, il faut réfléchir de l'éducation nationale jusqu'aux dispositifs d'engagement qui peuvent être proposés par la suite. Mais on ne peut pas juste se dire c'est ces 2 semaines-là qui vont tout débloquer. Donc à part en réalité des éléments de langage et en fait quelque chose qui doit être mis sur la table pour dire on met en place quelque chose pour les jeunes, nous on voit pas réellement l'objectif de fond du service national universel. Et on sent qu'eux non plus savent pas trop où ils vont, mais qu'ils peuvent juste pas en fait perdre la face et dire qu'on annule la mission. Mais en réalité c'est vraiment nous l'impression qu'on a actuellement, c'est d'essayer de trouver des soutiens, de faire évoluer la formule vers une solution A, vers une solution B, vers une solution C, parce qu'en réalité ça a changé à peu près 10 fois cette année vers là où ça devait évoluer, juste parce que telle organisation dit A, telle organisation dit B, il faut qu'on trouve un soutien quelque part, de la part au moins d'une organisation de jeunesse, donc on va un peu se plier à n'importe quoi avec le non-service national universel pour pouvoir trouver un soutien dans les corps intermédiaires. Nous c'est vraiment l'impression qu'on a, et donc on sent que même en réalité les politiques, pour la plupart, ne croient plus en ce SNU, mais s'y accrochent parce qu'ils n'ont pas le choix selon eux, pour pas perdre la face. Voilà. Merci beaucoup de cette présentation. Du coup, je vais donner la parole à Lionel. Moi, ce qui me frappe, c'est cette idée de contournement en réalité. On contourne les jeunes, on contourne l'éducation nationale. Le gouvernement semble dire d'office que l'éducation nationale n'atteint pas ses objectifs. Tu vas me dire si tu es d'accord avec cette idée que l'éducation nationale n'atteindrait pas ses objectifs et si les raisons ne sont pas autres que simplement un défaut de discipline, etc. Et puis, est-ce qu'on a contourné les parents dans cette affaire? Moi, je crois que oui, mais tu vas nous dire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lionel Barre, je suis coprésident de la FCPE 94 et on remercie de ton invitation d'abord. Ensuite, pour répondre à ta question, très concrètement, la FCPE, depuis que la Macronie est au pouvoir, elle a été contournée sur bien des sujets. On a eu l'épisode Blanquer, où les relations étaient exécrables avec la FCPE et le ministère, où d'ailleurs le sujet n'a quasiment jamais été traité. C'est comme donc le contournement est total. Ensuite, on a eu Pape Ndiaye. Je dirais que c'est la comète qui est passée, mais on l'a pas vu beaucoup dans la sphère éducation nationale. Et le nouveau, Gabriel Attal, je crois qu'il va découvrir l'école publique. Donc, je ne suis pas convaincu que le CNU soit sa priorité générale. Alors, nous, à la FCPE, on est évidemment contre ce principe, évidemment, pour bien des choses. Et nous, dans le 94, alors vous aurez eu l'occasion, si vous voulez prendre le journal, il est gratuit, le journal de rentrée. On a intitulé le CNU « Piège à con pour la jeunesse ». Alors derrière ça, il y a un jeu de mots, parce que piège à con, c'est un terme de l'expression militaire. Et donc on retourne le message, et je pense que ça pourrait être un slogan, CNU, piège à con pour la jeunesse, ça pourrait être pas mal. Alors au-delà des boutades, qu'est-ce qu'on pense du CNU? Mais franchement, est-ce qu'en 15 jours, on peut sérieusement penser que la mixité sociale, que la cohésion nationale puisse se faire? Est-ce que la mixité sociale, ce n'est pas à l'école? Et nous, tu posais la question tout à l'heure, la question du manque. Les manques, ils sont à l'éducation nationale, mais ils sont monumentaux. Ils sont en personnel en tout genre, ils sont en sureffectif, ils sont en non-remplacement. Et nous, on a plutôt le sentiment qu'on veut se dédouaner de quelque chose. Mais c'est ça le premier élément. La seconde, c'est la question de l'engagement solidaire. Est-ce que réellement on n'a pas des jeunes qui s'engagent dans les associations culturelles, sportives, et qui font de l'engagement citoyen dans l'économie sociale et solidaire? Est-ce que réellement la question de l'autorité, ça se voit en 15 jours? L'autorité, elle est
elle se développe tout au long d'une scolarité, tout au long d'une vie, et ce n'est pas qu'un jour avec une militarisation, parce que c'est la militarisation, hein, c'est vouloir mettre au pas la jeunesse, hein, c'est ça derrière qui se cache. Et je reviendrai à ton propos sur la question de savoir si ça se fera ou pas. Alors ça c'est le premier élément. Nous on défend par exemple que les enfants puissent, dans la question de la mixité sociale, au moins aller une fois dans leur scolarité dans une classe de découverte. Là on fait de la mixité sociale. Faire des colonies de vacances, ça aussi, tout ce qui est dans l'éducation populaire. Alors ça c'est des éléments qu'on pourrait dire. Et puis la notion d'éducation populaire, la notion d'engagement. Alors là je vais prêcher pour ma paroisse, mais à la FCPE, on dit qu'on est les bénévoles de la République. Est-ce que notre engagement, l'engagement, il est réel? Est-ce que le gouvernement le reconnaît en tant que tel? La réponse est non. La réponse est non, c'est incontestable. Est-ce que quand il faut se battre pour que les parents puissent avoir des autorisations d'absence, qu'on reconnaisse le droit du parent élu, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est... moi j'aime beaucoup quand on dit oui, le respect de l'autorité. Quand tout à l'heure tu as évoqué la question des retraites. Quand on utilise à tout bout de champ le 49.3, concrètement, est-ce que c'est la question, l'engagement citoyen, qu'est-ce qu'on en fait de ça quand on a des gens qui parlent comme ça? Alors, au-delà de ça, nous, je dirais la chose suivante. Je ne suis pas certain qu'ils lâchent le projet. Et d'autant plus avec les derniers événements qui se sont tenus, avec les violences là qu'il y a eu un peu partout, et où ils vont dire il faut de la cohésion pour la jeunesse, il faut de l'autorité, finalement aller faire aller 15 jours avoir la vision militaire, c'est intéressant. Alors il va y avoir un autre problème, je me demande comment ils vont pouvoir aussi encadrer les jeunes, parce que quand le service national a disparu, je rappelle que même l'armée souhaitait la fin, parce que ça coûtait trop cher et que ça ne rapportait pas grand-chose. Mais je pense que derrière ça, je ne suis pas d'accord avec une société qui est de plus en plus tendue et une droitisation de la société, on va se le dire. Je ne suis pas convaincu qu'ils lâcheront le projet. Ils vont essayer d'en sortir par le haut, mais je pense aussi qu'ils se jouent pour de trouver un argument des derniers événements, de dire vous voyez, la jeunesse, il lui faut il faut trouver des choses. Et puis alors, on vend le projet de façon fantastique. Alors bon, on a utilisé les youtubeurs, on a utilisé Skyrock, on propose une aide financière au BAFA. Alors c'est super pour les jeunes, on se dit, qui préparent le BAFA, maintenant, pour la cerise sur le gâteau, c'est d'aider ceux qui auront fait ce projet, CNU, de pouvoir le valoriser dans le Parcoursup. Quand on sait ce que c'est que Parcoursup, on essaie de vendre tout. Donc nous, on a dit non. Alors, à la FCPE 94, la FCPE, c'est une fédération de conseils départementaux. Et nous, à la FCPE 94, on va déjà plus loin. Dans notre journal, on appelle les parents à ne pas mettre leurs enfants au SNU, et on appelle aussi les parents qu'on a tendance à oublier à ce qu'on appelle, vous savez, ces écoles, dans les collèges, ces classes défense. On appelle aussi les familles à ne pas mettre leurs enfants dans ce dispositif. Merci beaucoup, Lionel. Effectivement, on a eu une discussion à l'Assemblée nationale sur un texte important, puisque c'était la loi de programmation militaire et que c'est le plus gros budget, c'est le budget pluriannuel des armées. Et on a eu une discussion sur le coût du SNU, parce que c'est quand même l'une des grandes inconnues du SNU, c'est de savoir qui, au bout du compte, doit payer et qui va payer. Alors que le budget des armées augmente, le ministère a pendant des années dit que c'était pas lui qui allait payer l'addition. Le ministère de l'Éducation nationale l'affirme moins fort, et vraisemblablement c'est l'Éducation nationale qui va payer. Et au bout du compte, on ne sait toujours pas à quoi répond finalement le SNU. Parmi les discussions qu'on a eues avec Sarah El Haïry, qui était encore la ministre en charge, enfin secrétaire d'État en charge du SNU, elle nous a dit
mais vous ne pouvez pas dire du mal du SNU, allez à la rencontre des jeunes, vous allez voir, ils sont formidables, ils veulent s'engager, et donc allez les voir. Et moi je suis allé les voir. Je crois que toi aussi Maël tu es allé les voir, je ne sais pas si toi Lionel tu es allé voir comment ça se passait. Et oui je suis allé les voir bien sûr, il n'y a aucun mal à vouloir participer à une colonie de vacances en fait. Ils ont 16 ans, ils participent à une colonie de vacances, bon on leur a dit que ça allait être sympa, qu'ils allaient faire des choses intéressantes. Et dans l'ensemble, ce que j'ai vu, moi, à Châtenay-Malabry, donc dans mon département, c'est des jeunes qui retrouvent d'autres jeunes et qui passent, qui sont en colo, là, pour l'instant, ce que moi j'ai vu. Mais ils avaient plusieurs choses intéressantes à dire, eux-mêmes. D'abord, c'est qu'ils avaient la conscience très nette du fait que ce genre de colo n'étaient pas les mêmes partout en France. Et que quand ils sont arrivés là, ils n'étaient pas certains d'avoir un programme sympa, intéressant, qui complète leur formation intelligemment, etc. Et donc, ils étaient un peu inquiets quand même. Et ils savaient bien que ça n'allait pas être le cas partout. Ils avaient tous eu des retours, des copains, des copines, donc je disais, ah, j'en connais un pour qui ça n'a vraiment pas marché, ça s'est pas bien passé. Premier point. Et le deuxième point, ils étaient tous très conscients du fait que si ça devenait obligatoire, cette histoire, ce serait un problème. Parce qu'ils allaient retrouver exactement le même genre de mécanisme qu'on retrouve soit à l'éducation nationale, où tout le monde est là, et pas uniquement les gens qui sont d'accord, et pas uniquement les gens qui veulent bien. Et ça, évidemment, ce sera une des grandes limites de ce SNU. Alors, pour rebondir sur ces deux aspects, Lionel, moi j'aimerais bien savoir si à la FCPE vous êtes posé la question de la légalité du SNU et du fait que comment on fait pour obliger des enfants à quitter le foyer familial, puisque tu as dit on a appelé à la désobéissance. Moi, ça me paraît très clair, jusqu'à preuve du contraire, des parents qui ne veulent pas que les enfants quittent leur domicile, ça ne devrait pas arriver. Est-ce que vous vous êtes déjà penché là-dessus ? Nous, le cas échéant, je pense qu'on serait amené à saisir toutes les autorités, toutes les juridictions compétentes. Et puis, toi, Maël, juste après, peut-être me dire quel témoignage tu as pu avoir de jeunes qui ont participé au SNU et comment, en fait, est-ce que vous avez regardé les budgets en fait, des autres activités de jeunesse qui existent. Dans la discussion, on avait parlé des colonies apprenantes, puisque tout est apprenant maintenant. Nous, on avait regardé dans le débat sur la loi de programmation militaire. La ministre nous avait dit, mais nous, il y a aussi colonies apprenantes, ne vous inquiétez pas. Vous avez croisé les chiffres, tu me diras si vous êtes arrivé au même calcul. Ça coûtait 4 fois plus cher, en fait, le SNU que colonies apprenantes. Donc voilà, j'aimerais savoir si vous avez les mêmes calculs. Et le dernier point peut-être, comment vous voyez le fait que ça vient percuter ou parasiter carrément le parcours scolaire avec cette idée que y a les gentils qui vont aller participer au SNU et puis eux ils vont être bonifiés et puis les autres ils seraient réputés de mauvais citoyens. Bientôt il y aura de l'évaluation sociale comme en Chine, c'est ça l'idée ? D'abord. Alors écoute, pour répondre à ta question, sur la question, à moins qu'on retire l'autorité parentale pendant 15 jours aux parents, je ne vois pas comment ça va pouvoir se mettre en place. Ça me paraît difficile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la question d'enlever 15 jours dans la scolarité d'un gamin, ça pose quand même aussi un sérieux problème parce qu'on se plaint de la question des apprentissages, on se plaint de la question de l'assiduité, et là, on retirerait... et puis alors, comment cela se ferait-il ? Vous avez déjà vu, je sais pas, vous avez des enfants, vous en avez eu, la fameuse journée d'appel. Ils partent... donc, ça serait la classe qui partirait. Enfin, c'est complètement... ça nous paraît totalement irréalisable. Mais je pense que ça, ils vont abandonner. Mais pas abandonner le projet. Mais l'obligation, je pense qu'ils seront obligés d'y aller. Je pense que l'obligation, c'est infaisable en matière de droit. Donc, ils vont essayer de sortir par l'eau d'une autre façon, de trouver quelque chose. Mais 15 jours, vous imaginez
faire sortir les enfants pendant 15 jours de l'école, ça paraît complètement hors des familles, c'est complètement... et puis dans leurs apprentissages, c'est une catastrophe. Je veux dire. Certes, on valorisera leur parcours sup après, mais enfin bon, ça va pas quand même faire si on a perdu 15 jours de cours en seconde, quoi. Voilà. Ouais, alors du coup, pour revenir déjà sur la question des témoignages des jeunes, nous c'était un peu le même constat, c'est-à-dire que les jeunes avec qui j'ai pu parler, qu'on fait le SNU, globalement, ils avaient vécu une colonie de vacances, ils s'étaient fait des copains et ils étaient globalement contents de leur séjour. Mais ce qu'il faut noter, c'est en effet que d'un SNU à l'autre, d'un séjour à l'autre, on va pas avoir le même programme, on va pas avoir le même encadrement, on va pas avoir les mêmes objectifs, donc déjà ça peut poser question, et il y a multiples points qui montrent que justement il y a des SNU qui se passent extrêmement mal, on a des cas de violence, on a des cas... il y a énormément de choses qui remontent dans beaucoup de séjours qui se passent extrêmement mal. Et même la place des encadrants qui encadrent le SNU, c'est actuellement encore pas clair, la place du corps en uniforme, la place des organisations d'éducation populaire, d'un séjour à l'autre, la place à chacun va pas être donnée, c'est pas la même place à chacun qui va être donnée. Donc là, ça va aussi faire varier largement le séjour. Ce qu'on constate quand même dans les enquêtes qui ont pu être faites, c'est que globalement, le retour des jeunes qui vont dans ces séjours sont plutôt positifs. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que jusqu'à maintenant, c'était au volontariat. Donc forcément, quelqu'un qui est volontaire pour aller dans un séjour où il sait quel va être le contenu du séjour, on voit aussi que sur un peu plus de 40% des jeunes, en réalité, ils ressortent avec le fait que l'objectif premier, c'était cette question de l'autorité, cette question d'aller vers un engagement dans le corps en uniforme, etc. Et c'est ce qu'ils cherchaient. Donc forcément, ça a répondu à leurs besoins, parce que c'est pour ça qu'ils y allaient, en fait. Donc là aussi, c'est un chiffre qui est beaucoup utilisé par le gouvernement actuellement, de dire oui, mais les jeunes, les enquêtes qui sortent, ils sont satisfaits de leur séjour. Oui, mais actuellement, c'est 30 000 jeunes qui étaient volontaires pour y aller, avec des familles qui étaient volontaires pour envoyer les jeunes dedans. Donc forcément, ça répond à leurs besoins, ça répond à leurs attentes. Jusque-là, rien d'étonnant. Donc ça, c'est le premier point à souligner sur la question des retours par rapport au séjour actuellement. Sur la question du financement du SNU, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en réalité le SNU cherche à répondre à des objectifs qui sont déjà répondus au moins partiellement ailleurs. Partiellement parce que souvent on manque de financement. Manque de financement justement dans la question des colonies de vacances, de tout ce volet de l'éducation populaire qui a une place essentielle en fait. C'est vrai que les séjours qu'on peut avoir l'été pour les enfants, pour en avoir déjà fait plusieurs fois, c'est vraiment vecteur de mixité sociale pour le coup. On a vraiment des animateurs qui sont là aussi pour faire vivre des séjours aux jeunes, pour promouvoir cette mixité, et on voit que ça répond à cet objectif-là. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que tout ce secteur-là, il est en sous-financement. Il galère à trouver des jeunes qui peuvent encadrer aussi ces séjours-là parce que c'est sous-payé, parce que c'est très compliqué aussi comme condition de travail. Donc du coup, on galère en fait à pouvoir promouvoir et accueillir tous les jeunes dans ce secteur-là. Et les autres objectifs aussi doivent être atteints justement par l'éducation nationale. Et on voit aussi que c'est un gros manque de financement dans l'éducation nationale qui fait qu'aujourd'hui on peine à atteindre certains objectifs par manque de financement. Donc ce qui pose avant tout question sur tout ça au global, les constats que tu as pu soulever tout à l'heure, c'est exactement les mêmes que nous on a pu faire. Mais c'est juste qu'au global, c'est se dire qu'on va mettre énormément d'argent dans quelque chose où finalement les objectifs devraient être répondus ailleurs par des dispositifs qui existent déjà, qui manquent de financement. Donc ça qui est assez fou à se dire, c'est que juste si on pouvait mettre de l'argent dans l'éducation nationale, si on pouvait mettre de l'argent dans le secteur de l'éducation populaire, finalement, ces objectifs-là, ils seraient largement répondus. On sait comment on les encadre, on sait où accueillir ces jeunes, on sait c'est des personnes formées, que ce soit dans l'éducation nationale, c'est leur métier, que ce soit dans le secteur de l'animation, mais on n'a pas assez de financement, en fait, pour accueillir les jeunes. Donc c'est ça, en fait, qui est assez dingue sur ce dispositif-là, c'est qu'on va chercher à mettre en place un nouveau gadget pour pouvoir atteindre des objectifs qui devraient être répondus ailleurs, mais qui ne le sont pas par manque de moyens. Je vais répondre sur la question des témoignages. Juste, je fais une parenthèse pour signaler que je n'ai plus, je sais pour ça que je cherche dans le programme, mais il y a Léo Walter, qui est donc notre collègue député, qui aura une... Walter, pardon, il faut dire Walter, c'est Walter, Léo Walter, qui fait une présentation aussi sur la question du droit aux vacances, du droit aux vacances, des colonies de vacances, de l'animation et de ce secteur qui effectivement est sous-financé. Et ça sera peut-être aussi un des éléments importants de voir que le SNU, c'est aussi une façon, si ça va au bout, un peu comme le service civique, de s'assurer du travail de jeunes à bas prix. Et c'est un des éléments dans la stratégie globale de dumping social. Mais peut-être que tu voudras rebondir aussi là-dessus, Léna. Oui, alors tout à l'heure, j'ai oublié de répondre là, sur la question des témoignages. Alors nous, c'est pas si positif. On a eu des choses de gens qui avaient des témoignages de jeunes qui étaient plutôt contents de leur séjour, entre guillemets. Et puis d'autres, il y a eu des problèmes, je ne sais plus, je crois que c'est sur Clermont-Ferrand, il y a eu des cas de déshydratation.
des gens qui étaient trop exposés au soleil, des gens qui n'avaient pas encadré, et ça, bon, il y a quand même des problèmes. Vous savez, M. Macron a dit, c'est hier, je crois, en parlant de la question des enfants en difficulté, qu'il fallait qu'ils rentrent dès le 20 août. Ça aussi, c'est un nouveau dispositif qui est sorti du chapeau. Alors, sachant qu'il existe quand même déjà des processus classe ouverte qui existent dans un certain nombre d'établissements scolaires en France. Et là, il faudrait que ces enfants qui sont en difficulté, au lieu d'aller en colonie ou de profiter, eux, ils vont aller faire des maths, du français. Mais le problème d'un gamin qui est en difficulté, c'est pas là que ça se passe. C'est les effectifs de classe, c'est les absences d'enseignants. Vous savez qu'à la FCP, nous, on a fait un calcul que un enfant, quel qu'il soit, le nombre d'absences sur sa scolarité, ça correspond à une année scolaire. C'est énorme. Donc, les difficultés, elles sont là. Elles sont pas... c'est les effectifs de classe, c'est permettre de faire des cours de soutien. Et c'est pas là faire venir les gamins le 20 août et puis alors que les autres vont rentrer au début septembre. Non, c'est pas ça. Puis je sais pas s'ils trouveront beaucoup de volontaires pour venir au mois d'août passer du temps encore. Voilà. Alors qu'ils donnent, je pense que le corps enseignant donne beaucoup de temps. Voilà. On va conclure peut-être cette première partie de la table ronde. Juste rapidement sur cette dernière proposition qui est sortie comme un lapin du chapeau, plusieurs observations. Il fait 40 degrés en ce moment. On a dépassé le 20 août, donc vous imaginez des conditions d'apprentissage pour des élèves qui seraient réputés en difficulté. 2, il y a un effet de stigmatisation terrible pour des élèves. Alors toi, tu n'as pas la fin de tes vacances. Bon. 3, il y a un problème évidemment de fond, qui est de se dire que en fait, vous collez 2 semaines de boulot en plus à des enfants, ça veut dire qu'ils retrouveront leurs vacances, ils finiront leur cycle 2 semaines plus tard que les autres. Quand vous savez qu'après 6 semaines, vous êtes rincés, les enfants qui sont réputés les plus en difficulté seront encore plus rincés. Donc c'est une absurdité tellement énorme. Bon voilà, j'en dis pas davantage, ça me rend fou. Je vous en dis pas plus. On va avoir le temps de prolonger la discussion avec vos questions. Voilà, à vous.